interdisciplinare și transdisciplinare pentru promovarea literaturii în toată diversitatea ei. E un serviciu de cultură și recreere și până acum ce am avut noi, am pus în circuit mari opere, am explorat și proiectat în viața profesională, dar și în viața de zi cu zi. Am avut invitați distinși scriitori din literatura basarabeană. Iar acum pasez un microfon virtual coordonatoarei acestui serviciu și să începem atelierul literar. Mulțumesc. Je passe au français immédiatement puisque on a ignoré un peu le calendrier francophone et on a pensé à cette semaine francophone pour célébrer les lectures francophones et pour avoir un atelier avec un auteur francophone. En tête d'affiche, c'est l'écriture écriture et exil ou exil et écriture Paul Goma. Et pour l'intro ou le mot de salut institutionnel, et pas seulement institutionnel, mais de la part de l'Université Libre Internationale, j'invite Madame Elena Prous, docteur d'État, professeure des universités, vice-rectrice pour les projets de l'Université Libre Internationale. Elle va nous dire un mot de salut, mais bien sûr un mot dédié à notre auteur. Et puis, je passerai la parole à Madame Rodica Coțaga, qui est master de l'Université d'Aix-Marseille, et elle est professeure FLE, français comme langue étrangère, en l'Alliance française de Moldavie. Madame la vice-rectrice, vous avez la parole. Madame la vice-rectrice, docteur d'État, professeure des universités Elena Prous, qui représente l'Université Libre Internationale de Moldavie. Merci pour votre message et maintenant je passe la parole, mais avant je voudrais présenter notre invité. C'est, comme j'ai déjà dit, Rodica Coțaga et sur son CV on trouve des informations intéressantes, informations personnelles et professionnelles. J'ai ouvert ce fichier voilà, maintenant pour énoncer quelques moments de sa biographie. Elle fait ses études de baccalauréat au lycée pédagogique Mihai Eminescu de Soroca. Et elle a fait sa licence en lettres à l'Université d'État Aleco Rousseau de Belz. Spécialité langue et littérature roumaine et langue et littérature française, spécialisation littérature roumaine. Puis elle suit un master en lettres à la même université et son deuxième master, master 2, recherche dans l'ère culturelle roumaine au département de linguistique comparée de langue romane et roumain à l'Université de Provence, Aix-Marseille, et sa soutenance de mémoire a eu lieu le 25 septembre en 2009. Une soutenance très importante et même emblématique. Et vous avez mentionné, Madame Prous, Madame la vice-rectrice, le nom d'Estelle Varieux. Regardez la couverture. Sur la couverture de ce mémoire, un mémoire, un master, c'est le nom d'Estelle Varieux qui est le directeur de recherche de Rodica Coțaga. À l'époque, c'était Rodica Dragan. Oui. Ce que je veux encore mentionner... Oui, oui, vraiment. La théorie des correspondances et le monde est petit, vraiment. Bien sûr, il y a d'autres choses, moments importants, mais ce que je veux mettre en exergue ici, c'est autres activités. Et parmi ces autres activités, je crois que ce sont les têtes d'affiche vraiment, puisque vous avez été membre du bureau de traduction administrative, technique et littéraire, dirigé par Madame Estelle Varieux. Et deuxièmement, participation à la table ronde à l'atelier
3 plurilinguismes avec Madame Estelle Varieux. Et je saute d'autres activités importantes pour vous dire qu'elle a été en collaboration avec l'écrivain roumain exilé à Paris, Paul Goma. C'est-à-dire, ses yeux, que j'ai ici sur ma gauche, ont regardé, oui, directement les yeux de Paul Goma. Et je crois que ça, c'est une expérience qui vous a marqué et vous a donné un élan, vous a jalonné d'une façon, oui, votre expérience, parcours, vos recherches. Je vous passe la parole. Merci pour votre présence et pour la bienveillance de nous accorder, voilà, 1h, 60 minutes, 40 minutes. Moi, au départ, j'ai dit 40 minutes pour nous présenter ce grand écrivain roumain. Nous ne devons pas perdre l'intérêt pour les grands, pour ceux qui ont parlé des choses douloureuses, épineuses, mais il est nécessaire d'en parler et d'y réfléchir encore et encore. Je vous remercie pour votre patience. Voilà. S'il vous plaît, je vous passe la parole. Si vous avez des questions dans la salle virtuelle ou ici en présentiel, vous pouvez les noter. Si vous voulez, on peut discuter et on discute après. S'il vous plaît. Si c'est trop long, oui. D'accord. Bon. Alors, j'ai choisi comme titre Écriture et exil ou exil et écriture Paul Goma. Ce titre part d'un dilemme existentiel et général. Au tout début, mon intérêt s'est penché sur la littérature de dissidence. Alors, le choix de Paul Goma a été naturel et évident comme acte littéraire. Cela m'a amené à découvrir des problématiques de sociologie, comme l'exil, et de théorie littéraire, comme le genre du journal intime. Alors, qui a généré l'autre? Je dirais que voilà, c'est ce dilemme existentiel sur l'œuf et la poule. Qui a été en premier? On entre dans un cercle, et j'espère vertueux. Est-ce que l'exil est survenu à cause de l'écriture de l'écrivain, ou l'écriture, et en l'occurrence le journal, est due à l'exil, avec tout ce qu'il suppose? Isolement, dépaysement, nostalgie, chagrin. Ceci étant précisé, j'aimerais présenter les moments essentiels de la vie de l'auteur Paul Goma. Son père, Eufimie Goma, né le 20 janvier 1909 dans le village de Ciucălteni, dans le district d'Orhei, et sa mère, Maria Popescu, née la même année, 1909, dans le même district à Orhei. Après avoir fait leurs études en pédagogie primaire, ils travaillent comme instituteurs. En 1933, ils ont leur premier enfant qui meurt avant d'avoir atteint l'âge d'1 an, puis un deuxième fils né le 2 octobre 1935. C'est Paul Goma, le futur écrivain. Le 28 juin 1940, la Bessarabie est cédée à la Russie. La famille Goma essaie sans succès de trouver un refuge. Ils réussiront à se réfugier en Transylvanie en 1944, au début dans une ville de Sibiu et ensuite dans le village de Gusu, où ses parents ont été engagés comme maîtres d'école. Élève au lycée Gheorghe Lazar de Sibiu en mai 1952, donc à peine 17 ans, Paul Goma est convoqué à la Securitate de Sibiu. Il est retenu pendant 8 jours car il est accusé d'avoir parlé dans la classe des partisans et de tenir un journal intime codé. Alors, ça commence, voilà, à 17 ans, le journal intime. À la rentrée, il apprend qu'il a été renvoyé du lycée et on lui dit qu'il ne peut plus désormais s'inscrire dans aucune école du pays. Cependant, il est accepté au lycée Negru-Vodă de Făgăraș, où il finit le lycée. En 1954, il continue ses études à l'Institut de littérature et de critique littéraire Mihai Eminescu, qui, après, va devenir un département de l'Université de Bucarest. En juin 1956, donc à l'âge de 21 ans, Paul Goma est jugé par ses professeurs au rectorat de l'université à cause de ses opinions antisoviétiques. Il a entre autres choses affirmé lors des séminaires que les Moldaves sont des Roumains,
que la langue moldave est une invention des occupants russes, la langue parlée en Bessarabie étant le roumain, une langue d'origine latine. Il a aussi dit que la collectivisation et l'agriculture étaient une erreur économique, que les troupes soviétiques qui se trouvent en Roumanie sont des troupes d'occupation, que la langue russe ne doit pas être obligatoire dans l'enseignement moldave. Voilà, ce sont des affirmations justes et hélas comment actuelles, oui, ces affirmations, mais voilà, ces affirmations ont contrarié ces professeurs qui les ont acceptées sans s'y opposer une fausse réalité et qui ont voulu à leur tour imposer cette réalité aux autres. On le laisse continuer quand même ses études. Cependant, en novembre, après avoir lu au séminaire de création un fragment de roman où il était mis en évidence le désir de s'opposer au régime qui était instauré, il est arrêté sous l'accusation des tentatives d'organisation d'une manifestation hostile. Il passe 2 ans en prison et sort le 21 novembre 1958. À partir de ce moment, là, jusqu'en janvier 1963, Paul Goma va être assigné à résidence sans qu'on lui donne une explication. Il reprend à zéro ses études universitaires, mais va y renoncer en automne 1967. Et comme il le mentionne dans le journal, pour ne rien avoir à perdre, donc pour ne pas faire l'objet de chantage. Voilà. Le 7 août de Notte Lunga, c'est la période comprise entre le 23 septembre et le 31 décembre 1993. Dès ce moment, l'écrivain est ardemment contesté par des hommes de lettres roumains parce qu'il dit des choses qui incommodent ses confrères, des choses qu'il était préférable d'ignorer ou même d'oublier. Son amie la plus proche, Monica Lovinescu, affirme dans la revue 22 qu'elle est désolée d'avoir connu Paul Goma et de cette manière met un terme à leur amitié. Très peu de ses collègues l'ont défendu. Les journaux dans l'ordre des années ont continué à être publiés dans des maisons d'édition de Roumanie, comme Dacia, Criterion Publishing ou Anamaro. En 2003 apparaît une première édition de l'essai Săptămâna Roșie, 28 juin, 3 juillet 1940, où la Bessarabie et les Juifs, Basarabe et Evrei, qu'il considère comme essentiel pour l'ensemble de son écriture en tant que témoignage de sa vérité. Mais c'est un essai controversé. Il va revenir à maintes reprises pour détailler, concrétiser, expliquer certaines affirmations et refuter ces nouvelles accusations qui sont portées contre lui. Et surtout notamment d'antisémites. Mais cela ne va ni éloigner ni apaiser ces derniers. Voilà. Il a vécu à Paris jusqu'à la fin de ses jours, n'ayant jamais revenu ni en Roumanie ni en Moldavie. Il a été apatride par choix personnel, à savoir qu'il n'avait pas de nationalité légale. Son statut en France était de réfugié politique. Et voilà, et je dis bien par choix personnel parce qu'on lui a proposé à plusieurs fois, on l'a invité en Roumanie pour lui rendre la nationalité roumaine, mais il a refusé de participer à toutes ces démarches administratives parce qu'il a affirmé que sa nationalité lui a été retirée sans son accord, alors il n'y a pas besoin qu'il aille pour faire toutes ces démarches. Voilà. Et la nationalité française non plus, il ne l'a pas acceptée, mais il aurait pu l'avoir. Mais il a préféré rester roumain dans son cœur. Voilà. Bon, il meurt le 24 mars 2020 à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris à cause de Covid-19. Presque 2 ans après la mort de sa femme chérie, Anna Maria Năvodaru, qui a été toujours à ses côtés. Ainsi, Paul Goma vit son destin d'exilé, son identité se situant entre un ici et un là-bas. Son œuvre est son unique patrie, un univers où les mots français entrent aisément, la langue de son écriture restant toutefois le roumain. Voilà. Quelques mots sur l'écrivain et l'exil. Alors, comme je l'ai mentionné, les exilés qui ne sont rentrés jamais dans leur pays après leur départ.
d'autres écrivains roumains y sont retournés après les années 90, par exemple Dumitru Țepeneag. Au début de son exil, Paul Goma fait la connaissance des exilés de la génération précédente. Il y avait donc un a priori des exilés roumains dans l'espace francophone, une tendance à se tourner naturellement vers la France dans un tel contexte. C'est ainsi que se font des ponts entre deux époques et entre deux générations, l'époque d'entre-deux-guerres et l'époque d'après-guerre, notamment ceaușiste. Donc Paul Goma connaît à Paris Émile Cioran et Eugène Ionesco. Un autre grand roman vit loin de sa patrie, Mircea Eliade. Néanmoins, l'exil vers la France n'est pas une exclusivité roumaine. En même temps que les Roumains arrivent ici d'autres exilés, notamment écrivains. Par exemple, Nancy Houston du Canada, Milan Kundera de Tchécoslovaquie, Georges Semprún d'Espagne, pour citer quelques exemples, ce qui témoigne de l'attrait de la France. Toutefois, il faut rappeler que l'exil est une expérience unique. Elle peut être perçue comme une délivrance qui procure le bonheur du dépaysement ou bien comme une damnation ou ce sentiment pesant de nostalgie. Pour Paul Goma, l'exil a plusieurs facettes, se généralisant tout au long de sa vie. Il répondit ainsi dans la revue Discobolul, qui lui demandait quand il avait constaté pour la première fois qu'il se trouvait en exil. Alors, cette réponse est publiée aussi dans le journal de 2004. Même si je ne connaissais, alors c'est un extrait des confessions de Paul Goma, même si je ne connaissais pas le mot exil, j'ai ressenti l'expatriation après la cession de la Bessarabie, c'est-à-dire après le 28 juin 1940. Je ne l'ai pas réalisé à ce moment-là, sur le moment. Je n'avais pas encore de mémoire, mais ultérieurement, entre la fin juin et le début de juillet 1941, immédiatement après le commencement de la guerre, quand j'ai compris, de la même manière que j'ai compris à mes 5 ans et 8 mois, que nous tous, ma mère, les gens du village et mon père qui a été déporté par les bolcheviks, tous les nôtres, nous avions été transférés dans une autre condition, même si nous n'avions pas quitté la géographie. Après, quand j'ai appris des mots, j'ai compris qu'on pouvait être expatrié pas comme état, mais comme devenir. Après une action brutale exercée sur toi par le changement de l'identité. Exil signifie expulsion. Or, nous n'avions pas été mis à la porte de notre pays, mais nous étions restés sur place. Il nous était même interdit de partir de là. Et nous sommes devenus deux Roumains, des Soviétiques. Et nous ne parlions plus la langue roumaine, mais la moldave. Notre alphabet n'était plus le latin, mais russe, slavon. Notre pays n'était plus la Roumanie, mais l'Union soviétique. C'est une explication de l'exil à partir des faits historiques. C'est aussi une approche d'un événement et sa prise de conscience progressive, ou encore une description de la perception selon l'âge de l'exilé, et même plus. Un regard en arrière de l'adulte qui s'explique le phénomène à lui-même, à l'enfant ignorant d'autrefois. En effet, l'exil de Paul Goma commence bien avant qu'il ne franchisse les frontières de son pays. Toujours dans son journal, mais cette fois-ci dans une réplique à un article de Mircea Martin sur lui, Paul Goma énumère ses exils. À corriger, il dit, à corriger le nombre des exils. En premier, c'est l'exil sur place dans la Bessarabie occupée par les Russes entre 26 juin 1940 et 22 juin 1941. Deuxièmement, c'est l'exil dans le propre pays, commencé en mars 1944, c'est-à-dire quand il se trouvait en Roumanie. Troisièmement, c'est l'exil de Roumanie, débuté le 20 novembre 1977. Et quatrièmement, c'est l'exil de l'exil, ou l'expulsion de l'exil roumain en 1994 par l'ouvrage de Monica Lovinescu et Virgile Runca et de Paul Barbaneagră, qui ne l'ont pas inclus dans cet ouvrage le nom de Paul Goma. On observe à partir de ce fragment la complexité de l'exil. Il ne suffit pas que chaque parcours du phénomène soit profondément personnel.
Bien plus, chaque exil dans son unicité peut être multiple, acceptant une classification, une chronologie et donc un abord différent pour chacune de ces étapes. La perception même de l'exil change avec l'âge et en fonction de la condition du sujet concerné. L'exil n'est pas toujours extérieur, c'est-à-dire qu'il n'implique pas obligatoirement un déplacement. Il peut être intérieur, provoqué par la perte ou la mutilation de l'identité. L'exilé cherche toujours à trouver sa maison, un coin de sa patrie. Il essaie d'apprivoiser l'inconnu, de découvrir le chez lui, là où il n'est pas. Et alors il note dans un journal, c'est le journal de 2005, il dit « Cette nuit, il a neigé. Tout est blanc, comme chez nous. » Ou, dit-on, on a eu la bourrasque. L'exil de Paul Goma se dévoile le mieux dans les séjournons, une écriture par laquelle l'auteur aboutit dans sa recherche d'authenticité et qui est un témoignage de ses mouvements extérieurs et de ses pensées intérieures. Bon, je vais continuer. Si on cherchait dans l'histoire de la littérature roumaine les racines du journal, on pourrait les découvrir dans l'écriture des chroniqueurs, Grigore Ureche, Miron Costin et Necuci, qui ont écrit Letopisețul țării Moldovei, l'un dans la continuation de l'autre. De loin, ce n'est pas un journal intime, mais l'écriture des faits passés ou contemporains, réalisée dans l'intimité de son auteur et relatée dans un ordre chronologique, le rapproche de la forme du journal. Pour revenir dans l'espace francophone, Pierre Pachet affirme que le genre s'invente sous la plume de Maine de Biron. D'autres diaristes célèbres français sont en particulier Benjamin Constant, Maurice de Guérin, Amiel, Annie Ernaux. Dans l'espace roumain, les journaux intimes commencent à être publiés après les années 90. Un des premiers journaux est celui de Mihail Sebastian, paru en 1996. Et l'année d'après, Paul Goma débute avec sa série de journaux, suivie par la parution de ceux de Monica Lovinescu, Mariana Șora, Liviu Stoiciu. Paul Goma définit ces journaux de manière exhaustive mais très concise, rappelant même plusieurs fois qu'ils sont une sorte de sac de mendiant dans lequel il entre tout. En vérité, le journal de Paul Goma est un embranchement de texte et d'intertextualité. C'est une microstructure dans une macrostructure où les faits de la vie privée s'entremêlent de façon naturelle avec ceux de la vie sociale. Il en ressort que le journal de Paul Goma est le récit de la vie privée de l'écrivain, dont il raconte les visites chez le médecin, ses états d'âme, ses petites occupations quotidiennes, toutes sortes de visites de la part de la famille, des amis, des étudiants. L'exposition des rêves dans les journaux est un exemple de récit privé dans le récit. Fréquemment, la narration du quotidien commence avec celle d'un rêve nocturne qui va expliquer le cheminement des réflexions de l'état de veille. Du côté de la vie sociale, le journal est le lieu d'une riche palette d'intertextualité. On y trouve des lettres, des dialogues épistolaires, des articles, des pièces de dossier, des questionnaires, des enquêtes et même des extraits d'opinion sur le forum. Dans le temps, le journal va absorber toute l'énergie créatrice et il va devenir le seul lieu et la seule raison de s'exprimer de l'écrivain. L'œuvre va contenir son créateur. Alors, Paul Goma, il dit, bien sûr, le journal est un témoignage, mais, comment le dire, plus personnel que les autres témoignages personnels. Enfin, un plus libre, au moins parce qu'on l'écrit sans respecter quelques formules architectoniques. Là est le charme du journal. Il est à la forme d'un journal, jour après jour, page après page. Le journal vrai, mais pas aussi intéressant, lisible, est le produit d'un robinet oublié ouvert ou cassé. De lui coule l'eau et de la confession très intime avec la pensée en permanence au lecteur et ne s'arrête, ça veut dire Paul Goma parle de l'eau sur le papier qu'au moment où le journalier s'arrête de vivre. Il décède, parce qu'avant, aucune chance. L'écriture du journal est l'ultime activité de l'écrivain. Ces derniers soufflent l'âme qui quitte le corps. Voilà.
Le journal lui-même se profile alors comme une autre étape de création à la suite de l'époque des romans. Il s'avère que bien souvent les romans ont un caractère autobiographique et que par conséquent il contient en germe les journaux. Ce moi central et ce vécu de moi qui est prédominant marque l'authenticité du récit. Des voix dans la presse littéraire roumaine ont affirmé qu'après avoir raconté toutes les époques avec les événements essentiels de sa vie dans les romans, Paul Goma n'a plus rien à dire en tant qu'écrivain. Cette opinion n'a été qu'un jugement erroné qui est contredit par les faits. Paul Goma revient de temps en temps au genre du roman, même à l'époque du journal, mais sans en abandonner le principe. Le roman de cette période garde la forme du journal, les chapitres ayant pour titre la date du déroulement de l'action. Par exemple, l'action du roman Profil bas se déroule entre le 2 octobre et le 31 décembre 2000. Le roman La Bessarabie entre le 11 juin et le 29 juin 2001. Et Le vieil homme et la fille entre le 2 et le 27 octobre 2002. Mais l'auteur revient vite au journal et il note ses remords. Il dit « Je suis revenu au journal chez mon épouse légitime, chez ma camarade de vie, celle qui souffre, se fâche, me gronde, mais me reçoit. Mon journal magnanime. » Voilà. Et pour ce qui est de la structure des journaux, si on veut dénommer un texte par un tissu, comme à l'origine du latin textus, tissu du texte tissé, il est nécessaire de faire ce travail d'observation et d'analyse qui suppose en quelque sorte le faire d'abstraction, de la décoration et de juger l'assemblage du contenu. Ou si l'on veut chercher d'autres métaphores, on peut dire que l'écrivain est un architecte du papier et que son texte se construit autour d'une armature bien solide. J'essaie de faire une étude détaillée des journaux de Paul Goma sur plusieurs niveaux. Premièrement, on peut parler d'une microstructure, c'est-à-dire la construction du discours diariste au long d'une journée. Ici même, on remarque deux types de discours. Le discours personnel situé en première partie du récit et qui expose l'intimité de l'écrivain. Ici, Paul Goma note ses rêves, son état de santé, son moral. Il raconte les visites chez le médecin, le temps qu'il fait dehors, le jardinage sur son petit balcon, sur lequel poussent tous les arômes de son pays, même la livèche. Moi, si je peux faire ici une petite parenthèse, en lui rendant une visite, il m'a demandé si je peux trouver de Marseille de la livèche pour la lui apporter à Paris, parce qu'il avait des difficultés à trouver la livèche à Paris. Et une traduction pour les filles de la première année. Léouchtan, livèche, c'est Léouchtan. Voilà. Et la deuxième partie de ce récit journalier, c'est l'intertexte. Il est caractérisé par une diversité de thèmes et de formes. D'ailleurs, je l'avais mentionné, des lettres, articles de journal, annonces, invitations, documents, transcriptions. Deuxièmement, on relève une structure épisodique. Ce sont des préoccupations qui marquent un segment de la vie de l'auteur. Par exemple, le travail sur l'essai Săptămâna Roșie en 2004 ou la polémique entre Liviu Ioan Stoițiu et Nicolae Emanuelescu en 2005. Troisièmement, on découvre une macrostructure qui est une construction cyclique du journal. Certains jours dans l'année ont marqué Paul Goma et chaque année il rappelle ces dates mémorables. Par exemple, les dates personnelles. L'arrestation, l'assignation à domicile, l'exclusion de l'Union des écrivains, l'exil, la perte de la citoyenneté roumaine. Autre chose, c'est les fêtes de famille, les anniversaires, les jours des saints, dont ses proches ou lui portent le nom, Saint Paul, Sainte Marie, l'anniversaire de son mariage, le rappel des anniversaires de ses parents, et aussi les fêtes de l'année, Pâques, Noël, Nouvel An. Ce qui est intéressant aussi à étudier dans les journaux de Paul Goma, c'est les jeux avec les mots. Pour l'auteur des journaux Paul Goma, l'écriture n'est pas seulement un espace de mnémose et de témoignage. Le plus souvent, ce sont des souvenirs et des constats durs et rudes à faire. Heureusement, l'écrivain ne manque pas d'optimisme. La preuve étant que son écriture a un côté ludique. Il aime jouer avec les mots et manipuler son langage. Pour lui, les mots sont de la matière première qui après peut se transformer et prendre des formes inattendues. L'auteur se dégage de toute contrainte lexicale ou grammaticale.
Ainsi, un mot peut être modelé comme de la terre cuite dans des dizaines de formes. Un ouvrage inédit parmi les autres, c'est Alphabécédar, et construit par cette technique de création, devenant ainsi un pôle concentrant toutes ses habiletés de langue. Il est à remarquer que le titre même du livre est un jeu de mots. C'est une agglutination des mots alphabet et abécédaire. Le livre est publié à Bucarest en 2004. Il contient en péritexte la notice variante très raccourcie. Une première édition étant plus longue avec approximativement plus de 20 000 mots. Dans la mise en garde du livre, Paul Goma prévient son lecteur que l'auteur de l'alphabécédaire sera content de savoir que la millième partie du total de quelques 33 000 mots nouveaux, dérivés de presque 1000 vieux mots, sera acceptable, pourquoi pas amusante. Une particularité importante des journaux de Paul Goma et de son œuvre en général est la difficulté ou presque l'impossibilité de traduire certaines de ses formules de style, ce qui lui donne toute sa spécificité. L'auteur transforme les mots, leur ajoutant des suffixes inhabituels, modifiant les noms propres en noms communs du point de vue fonctionnel, amalgamant plusieurs mots en un seul. C'est là où l'auteur devient un créateur et qu'il joue avec les mots. C'est là où l'auteur reste à la base romain en métamorphosant sa langue et en profitant de sa malléabilité. Et l'écrivain en a conscience à partir d'un dérivé populaire du mot télévision, tembelizor. L'auteur fait la remarque, terme auquel j'aurais apporté ma contribution si ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le mot tembelizor est issu de l'union de deux mots, la racine du mot d'origine turque tembel, qui signifie indifférent, niais ou idiot, et la racine du mot télévisor, télévision, sous forme isor, sans la lettre du début de la syllabe V. Ces deux mots ont un noyau commun. Les deux voyelles TE pour le mot tembel et la racine, et pour le mot téléviseur un préfixe. Ce qui a favorisé ce jeu. Cette recréation du mot lui a donné une double signification. Il dénomme à la fois l'objet et la particularité de l'objet, le fait de le regarder niaisement, sans implication et sans réfléchir. Et j'arrive aux conclusions. Le journal est une écriture personnelle, une photographie de famille n'étant destinée à la publication qu'a posteriori. Il contient un moi dispersé dans les mentions journalières qui doit aboutir à l'image d'un moi entier. Après une analyse de ce moi gomien, nous avons observé que même là où le diariste était censé se retirer de l'extérieur pour s'intérioriser, il garde les voies de la communication entre lui et le monde ouvertes. Plusieurs questions le traversent en lien avec la littérature. La valeur du journal, la sincérité dans le journal, et d'autres sont liées au moi et à sa relation avec la société. C'est un moi qui extrait ses sujets et ses énergies de l'extérieur et qui s'intéresse au monde dans lequel il vit. Merci. Merci à vous. Merci. C'était très intéressant et j'espère que cette constatation, ce constat, ce n'est pas le mien, mais ça vient de la part de tout le monde. Oui. Si vous avez des questions, si faire connaître, quelle voie choisir? La voie royale. Ah, oui. Pour connaître un grand écrivain, c'est bien sûr la lecture. Moi, par exemple, tout au début, en étant étudiante à Abel, j'ai été intéressée par la littérature, les écrivains dissidents. J'ai bien sûr lu avec beaucoup de passion et d'intérêt les romans de Paul Goma. Je me rappelle, il y avait Sabina, l'art de la fugue. Et après, ça a continué vers les journaux. Et après, j'ai fait mes études voilà, à l'université de Provence. Et on m'a suggéré
on m'a dit, mais ça a été comme ça, comme une révélation. Mais pourquoi tu es en France? Et lors d'une visite à Paris, des amis avec lesquels j'étais, on m'a dit, mais tu es à Paris, et tu écris sur Paul Goma, tu dois le connaître. Tu dois le connaître, mais moi je suis très timide. je suis très timide et ces amis m'ont dit, on trouve le numéro de Paul Goma et tu l'appelles. Moi je dis, mais moi, appeler Paul Goma, non, je ne peux pas. Et il me dit, mais tu peux. Alors je l'ai appelé. Il m'a répondu. C'était novembre 2007. Et Paul Goma m'a dit qu'il était enchanté, mais il m'a dit, malheureusement, ça fait déjà 2 ans qu'il refuse toute visite d'autres personnes à cause de son état de santé. Et alors, ce que je cherchais, c'était bien sûr le connaître, mais aussi les journaux pour pouvoir accomplir mon travail sur la mémoire. Et lors d'une autre visite, alors j'ai pris contact avec des Moldaves, 2 sœurs qui viennent de Căușeni et qui ont été beaucoup en contact avec lui et qui avaient ces journaux. Il m'a dit, cherche-les et ils vont t'emprunter ces livres. Je les cherchais, j'ai commencé à travailler et après Paul Goma il a dit qu'il est d'accord pour me transmettre ces livres avec l'autographe, son autographe. Et c'était le 2 octobre 2008. Je suis allée avec cette fille qui a été beaucoup longtemps en correspondance avec lui. Elle s'appelle Violeta Gritskan. Et je la remercie, elle m'a beaucoup aidée. Le 2 octobre, nous avons pris un bouquet de fleurs, un grand bouquet de fleurs. Nous sommes allés dans le quartier de Belleville où habitait Paul Goma. Et c'est Anna Maria Năvodar, c'est Anna Maria, son épouse, qui est sortie avec les journaux et me les avait transmis. Nous avons transmis les fleurs pour Paul Goma. Et après, nous avons commencé à avoir une correspondance par mail. Et Paul Goma m'a demandé, parce qu'il avait des enregistrements audio sur son site, qu'il voulait les publier. Il m'a demandé si je n'aimerais pas les transcrire. Moi, j'ai dit, bien sûr, je veux les transcrire. Comme ça, j'ai commencé à transcrire ces enregistrements. Et voilà, j'ai eu l'occasion, après, j'ai été acceptée à lui rendre visite dans son quartier de Belleville. J'ai fait 3 visites qui sont restées dans ma mémoire. Et c'est pour ça, c'est pour ce fait-là que je suis venue aujourd'hui ici, parce que c'est dommage de ne pas partager cette expérience et surtout de parler de la mémoire de ce grand écrivain, Paul Goma. Quoique, ici, une petite parenthèse, il a dit qu'il ne veut pas être nommé, qu'on dise de lui qu'il était un écrivain. Il a dit qu'il veut être, lui, c'est un auteur de texte. C'est ça qu'il préfère. À la place d'écrivain, auteur de texte. Voilà. D'accord, intéressant. J'ai remarqué la date, le 2 octobre, oui, le 2 octobre, oui, parce que c'est mémorable. Déjà pour vous, c'est une journée historique tout au long de cette journée. Je le vois tout en couleur. Oui, et donc c'est une expérience et bien sûr c'est une mémoire très vive, n'est-ce pas? Bien sûr, elle passe facilement. Ça fait oui. Voilà. Si vous avez des questions, Madame la vice-rectrice, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des commentaires à dire, c'est dommage que l'actualité, elle nous montre que l'exil, la dissidence et d'autres problèmes complexes et questions épineuses, elles sont toujours actuelles. Et nous devons, vous avez déjà remarqué, nous devons avoir une mémoire historique, une mémoire collective, une mémoire de l'identité culturelle, ainsi bien qu'une mémoire de l'identité personnelle. Et je voudrais réitérer ici la complexité de l'exil qu'on a retrouvé chez Paul Goma.
Cette fois, j'ai prononcé à la manière française, mais nous qui savons que c'est Paul Goma ou que c'est Émile Cioran, on dit Émile Cioran. Et on dit Paul Goma, mais quand on parle en français, on devrait dire Paul Goma et Cioran. Oui. Bien, alors c'est l'exil sur place, et ça c'est toujours un exil très douloureux. Pour lui, c'était la République de Moldova ici. L'exil dans le propre pays, c'était la Roumanie, le grand pays, oui. L'exil de Roumanie déjà. Et le quatrième exil qui est tellement douloureux lui aussi. Il serait très difficile de les situer dans une catégorie, lequel est le plus douloureux et le plus déchirant. Et le dernier, le quatrième, c'est l'exil de l'exil, quand il a été quitté, abandonné par ses amis. C'est un autre exil extrêmement déchirant. Et déjà, là, nous devons penser à cette perception de l'exil, de tous les l'exil intérieur peut-être. Voilà. Ah oui, mais vous avez mentionné 4 catégories, c'est ça. Et l'exil intérieur, bien sûr. Ce qu'on retrouve dans le journal intime, c'est toujours une forme de l'exil. Et l'exil en littérature, et l'exil dans le texte, et on peut continuer. La liste est bien longue. Et le jeu de mots, puisque les étudiantes suivent une spécialité très difficile, celle de la traduction, vous avez mentionné qu'il est très difficile de traduire Paul Goma. J'ai voulu dire à cause ou peut-être en vertu de son style, de cet amalgame de mots, des jeux de mots, et même de la syntaxe et métasyntaxe. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire sur l'exil. Je vous remercie encore une fois, et quelle chance pour vous d'avoir un grand thème, de travailler avec une telle directrice, un directeur de recherche, je vous rappelle, c'est Madame Estelle Varieux, et d'avoir un tel sujet sur Paul Goma. Oui. J'ai connu aussi M. Valérie Rousseau qui, malheureusement, nous a quittés très vite. Après, j'étais venue en France en 2007 et il est mort en 2008 ou 2009, mais j'ai eu la chance de le connaître. Voilà. Donc, cet atelier a été in memoriam, oui, dans la mémoire d'un grand écrivain qu'on ne doit pas oublier, un grand nom, une œuvre réputée, importante, qui a besoin d'un lecteur aujourd'hui et des lectrices. Merci pour votre présence, pour le mot de salut, pour vos interventions, pour votre intérêt et pour votre soutien, Madame la vice-rectrice. Et merci à ceux et celles qui étaient avec nous dans la salle virtuelle. Et merci aux étudiantes qui sont venues ici, sur place. Et on va continuer les discussions. Donc ici, j'annonce la clôture de notre en ligne, oui, de notre session en ligne. Et déjà avec les étudiantes, on reste sur place pour discuter, débattre, faire une petite deuxième synthèse. Je vous remercie. Bon après-midi. Merci pour votre invitation. Je salue encore une fois et Madame Elena Ungureanu de la section de recherche qui était avec nous. Donc c'est important de nous tenir ensemble, les universités, les bibliothèques, parce qu'une université sans bibliothèque c'est rien, et une bibliothèque sans ceux qui lisent et qui se penchent sur le livre, c'est aussi un lieu sacré qui a besoin de son public. Félicitations encore une fois et remercions notre invité d'aujourd'hui. Oui, très bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.